Ah, bienvenue, nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la CAN 2017 qui prendra fin, vous le savez, dimanche 5 février pas à Brazzaville, mais à Libreville, pardon, pour cette grande finale. Qui ou quelle équipe qui iront en finale? Eh bien, c'est la question qui est posée. Nous allons essayer donc de vous apporter des éléments de réponse au cours des différentes émissions à venir. Au sommaire, nous parlerons de Burkina Faso contre l'Égypte, mais également de la démission de Michel Dussuyer en Côte d'Ivoire. Le Cameroun qui s'apprête à défier le Ghana des frères Ayou. Quel est l'état du football au pays, c'est-à-dire au Cameroun? Nous aurons un entretien avec François Oman-Biik dans cette émission. Et puis le programme de ce mercredi 1er avril, nous parlerons de l'affiche de cette première demi-finale de la CAN. Notre plateau avec notre invité Elton Mokolo, qui est journaliste sportif de RDC. Nous parlerons bien sûr de cette élimination de la RDC. Bonsoir Elton. Bonsoir à tous. C'est un prénom de musicien. Vos parents étaient inspirés par Elton John? C'est ça, enfin plutôt mon oncle pour le coup, qui m'a donné indirectement ce prénom. Voilà, tout comme Noureddine Sali, qui est passionné de certains musiciens que nous n'allons pas énumérer dans cette émission. Évidemment. Bonsoir Noureddine. Bonsoir à tous. Et puis bien sûr, M. Bruno Aero. Je ne sais pas s'il est passionné de musique, oui. Ça dépend, la musique béninoise. Bonjour à M. Ricos Campos et bonjour à nos téléspectateurs, José. Merci beaucoup Bruno. Et puis bien sûr, l'instant web à ne pas oublier, comme à chaque émission, et nous allons tout de suite retrouver notre consoeur Gaël Onana. Gaël, c'est à vous. Demi-finale approche à grands pas. Qui du Ghana, de l'Égypte, du Burkina Faso et du Cameroun accédera à la grande finale? Qui remportera le trophée tant convoité? Pour faire vos pronostics, rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag A24CAN 2017 ou à l'adresse email can.gabon2017@africa24tv.com. Merci Gaël, que nous allons retrouver en début de deuxième partie d'émission. Tout de suite, notre jingle. Voilà donc un jingle que nous utilisons depuis le début de la CAN 2017 pour vous analyser les rencontres. Mais aujourd'hui, il s'agit de parler de l'Égypte, comment cette équipe justement a pu gravir autant d'échelons alors bien que ce pays traversait une crise politique et le football était même touché. Alors sur le plateau, nous allons en débattre. Nous allons commencer par Noureddine Sali qui connaît bien le football d'Afrique du Nord. Alors Noureddine, comment expliquer justement cette remontée rapide? Est-ce que ce sont les joueurs, c'est l'expérience ou tout simplement c'est l'entraîneur argentin qui a apporté du sang nouveau, du sang neuf justement à cette sélection égyptienne? Il y a un peu de tout, hein. Il y a un peu de tout dans ce que tu as cité, José. Je pense que l'Égypte, déjà, c'est une griffe, c'est une spécialiste de la CAN surtout, parce que quand vous voyez des apparitions, je pense que la dernière remonte à 90 en Coupe du Monde, mais en Coupe d'Afrique, je pense depuis 57, 59, 86, 98 et 2006, 2008, 2010, je pense que cette fois, champion d'Afrique à des périodes différentes, je pense que ça démontre comme quoi il y a un vivier, il y a du travail, ils dotent d'abord d'une infrastructure quand même. Quand tu vois les installations d'Al Ahly qui a régné sur le continent, c'est vraiment impressionnant. C'est du top niveau? Ah oui, franchement, tu as cité la conjoncture politique qui n'a pas vraiment infecté quand même le domaine du sport parce qu'il dotait d'une infrastructure et d'un travail de fond. Les fonds Al Ahly, ils proviennent d'où Noureddine, pour pouvoir avoir des structures. C'est une politique, hein, c'est une politique sportive d'abord. Il y a partie des de l'État, oui, bien sûr, c'est une partie de l'État, une partie des sponsoring et une partie pratiquement du président qui règne depuis un certain moment sur ce club-là. Je pense qu'il y a une certaine rivalité quand tu prends le Zamalek et l'Ali. C'est ces deux équipes qui sont vraiment dotées d'une infrastructure et d'une rivalité, on va dire le derby, il est classé mondialement, je pense, dans le monde du football. Comme en Espagne, comme en France. Exactement. Le derby du Caire, il est classé, je pense qu'il est 5e ou 6e, il est pas loin, hein, je veux dire, dans le classement international. Et comme vous le savez, quand vous voyez pratiquement dans la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération, vous trouvez toujours une équipe. Si vous ne trouvez pas l'une, vous trouvez l'autre, ou bien une troisième qui frappe à la porte avec NP, avec beaucoup d'autres équipes. Donc, je veux dire, un vivier de formation. Et même dans les jeunes, tu trouves cette équipe
équipe-là, dans les jeunes, qui est là et qui donne vraiment un souffle à l'équipe nationale. Ok, on y revient tout à l'heure, mais je voudrais juste aussi vous donner une information peut-être qui va vous permettre de commenter également. C'est une équipe qui est habituée au record, toute catégorie en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte tentera encore mercredi, le 1er février, en demi-finale contre le Burkina Faso, de poursuivre une série en cours avec 23 matchs consécutifs sans défaite. Son dernier échec remonte à la CAN 2004 à Sousse, en Tunisie, devant l'Algérie. Au total, les Pharaons ont inscrit 45 buts et n'en ont encaissé que 10. C'est presque un record qui est imbattable. Elton, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Ce qui m'inspire, c'est que l'Égypte, c'est en définitive une certaine aristocratie du football africain. On l'a évoqué, c'est 3 quêtes de suite, ce qui est du jamais vu à ce niveau de la compétition. Comme il a dit Noureddine, l'Égypte n'a pas été tellement impactée par cette crise politique. Et au final, quand elle revient à la compétition, on sait très bien que ça va être très difficile de la battre. Elle a encaissé 0 but. Et là, en demi-finale, de réelles chances de gagner cette CAN, d'autant plus qu'il y a des joueurs comme Salah qui n'ont pas encore montré leur étendue du talent. Bruno, comment le Burkina Faso devrait faire? Selon vous, le Burkina possède des armes quand même, des armes fatales quasiment. Oui, mais après, il va falloir être à fond dès le début parce que l'équipe d'Égypte, c'est une équipe roublarde qui a un excellent entraîneur, qui est un entraîneur plutôt défensif, Hector Cuper, qui l'a montré lors de ses dernières années en Europe. Mais après, c'est une équipe pour l'Égypte qui se connaît très bien, qui connaît ses forces et ses faiblesses. Et donc, pour les Burkinabés, il va falloir être concentré du début à la fin. Parce que le gros problème des Burkinabés, pour moi, au premier tour, c'était leur facilité à marquer. Je trouve qu'ils ont eu beaucoup de difficultés, à part contre la Guinée-Bissau. Mais bon, la Guinée-Bissau était en fin de parcours dans son premier tour. Son dernier match a été un peu plus laborieux pour elle. Donc le Burkina Faso va devoir être concentré et être un peu plus concret dans ses occasions parce que jusqu'à l'émergence de Nakoulma, ils avaient beaucoup de difficultés devant et même c'est pas forcément Aristide Bansé qui va les sauver pour cette demi-finale. Tout à fait. On dit aussi Aristide Bansé a baissé en intensité parce qu'il évolue dans un championnat qui a beaucoup moins de valeur que les autres championnats. Moi je suis pas trop d'accord avec ça, mais je pense aussi que c'est plutôt le fait d'avoir enchaîné quelques saisons où il n'était pas dans des grands clubs qui l'ont fait baisser en intensité. Et c'est aussi l'âge, il faut le dire aussi. Oui. Alors, autre statistique, mon cher Noureddine, 15 joueurs au total ont marqué des buts. Il y a Ahmed Hassan, je n'aurai pas les mêmes accents que vous, je préfère vous prévenir tout de suite. Il y a Mohamed Aboutreka, 6 buts, aussi Abd Rabou, Mohamed Chedo Naji. Oui, ne me reprenez pas quand même, c'est pas la peine. Non, surtout, je voulais m'arrêter dessus parce que c'est très important. Justement, ce joueur-là. Donc voilà, ce joueur-là, en 2010, si vous vous rappelez, c'était pratiquement le sauveur de l'équipe de l'Égypte. À chaque fois, le Bansé égyptien, il rentre à un quart d'heure, à 20 minutes, et il a toujours délivré. Comme il y a une anecdote, en Égypte, on dit combien a gagné l'Égypte, 2-0, plus le but de Gédo. C'est toujours un but de plus, on va dire, de ce joueur qui vient sauver cette équipe. C'est vrai, à travers, si tu vois un petit peu des statistiques qui entre tes mains, à travers toute l'histoire, on n'avait pas un buteur vraiment habituel de l'équipe. Tout le monde peut marquer. C'est parce Mais que... c'est ce que d'ailleurs vous disiez hier soir, et j'ai vu dans ces stades, vous avez cité Ossan Hassan, il y a Ahmed Ossam Mido aussi. Mido, voilà, donc que tout le monde connaît ici, l'ancien Marseillais. Dans la dernière émission, enfin vous l'avez cité, Mahmoud Kakraba aussi, il y a Abdel Chafi. C'est ça. Vous l'avez cité, vous les connaissez tous, quasiment vous. Enfin, non, oui, parce que, vous savez, quand il y a des grandes équipes africaines qui jouent, on a l'habitude de les voir. Tu vas me sortir une équipe ougandaise qui n'a jamais joué la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération, avec tout le respect que je dois à toutes les équipes, je ne vais pas te sortir tout ce monde-là. Je pense même Bruno, même notre invité, quand vous voyez le TP Mazembe, c'est certainement, il y a des noms qui reviennent souvent, on s'habitue. Oui, alors messieurs, nous allons aussi parler du Burkina Faso. Justement, nous avons pu joindre un ancien joueur, c'est Thomas Top Sabo, qui nous dit justement comment va-t-il ce match contre l'Égypte. Je pense que le Burkina, ils vont gagner l'Égypte, parce que ça reste une vengeance en fait. En 98, le Burkina avait perdu en demi-finale contre l'Égypte. Donc ça, c'est une très bonne opportunité pour se venger en fait de l'Égypte. Potentiellement, on a tout ce qu'il faut. Pas vraiment surpris, mais on s'est dit que ça allait être encore plus difficile que ce qui s'est passé. Parce qu'en 98, on avait gagné la même équipe de la Tunisie aussi. C'était par tir au but.
Donc on s'est dit qu'on allait gagner, mais peut-être dans les prolongations ou tir au but aussi, comme en 98. Ouais, mais là, ça s'est encore facilité avec le changement à la 80e minute du coach suite à la rentrée de Aristide Banquet, qui a tout chamboulé le match. Déjà, il joue dans le championnat ivoirien, qui est un peu un bas niveau, on va dire, par rapport aux autres qui jouent en Europe. Voilà, donc ça fait qu'il a perdu sa place de titulaire. Mais il reste un bon joker, en fait, parce qu'à chaque fois qu'il rentre, il arrive à prouver qu'il est là. Il arrive à rehausser son niveau et puis à changer le jeu à chaque fois qu'il rentre. Alors, messieurs, avant de revenir sur le dossier d'arrivée au dossier ivoirien et la démission de Michel Dussillet, Bruno et Noureddine, la défense égyptienne est imperméable. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que le Burkina Faso, il faut vraiment mettre le paquet pour marquer. Bruno. Oui, c'est une défense de très haut niveau qu'on a là, c'est clair. Après, comme j'ai dit, il va falloir que le Burkina Faso soit beaucoup plus concret, qu'ils n'attendent pas la fin du match pour se réveiller, parce que c'est ce qui s'est passé lors de leur quart. Donc ça va vraiment être compliqué pour le Burkina Faso d'inscrire un but à cette équipe d'Égypte. Et ce serait une drôle de surprise de les retrouver déjà en finale, parce qu'ils ont manqué 3 éditions. Et là, ils sont déjà en train de mettre tout le monde d'accord. Donc, il faut souligner le travail de la fédération égyptienne dans leur contexte politique tendu. Oui, c'est ce que disait Noureddine, qui suit de près ce dossier. Je pense, ce qu'a dit Bruno, il y a 2 points là-dessus. Je pense que c'est une défense qui se connaissent. D'abord, il y a des automatismes qui sortent toujours parce que c'est pratiquement la même défense d'Al Ahly et des Amalek. C'est des joueurs qui se connaissent très très bien d'un côté. De l'autre côté, ils savent très bien gérer les compétitions pour aller loin. Surtout dans la CAN, il faut avoir une assise défensive redoutable pour aller trop loin parce que ça joue trop physique. Ok, Noureddine, de toute façon, on y reviendra dans la dernière partie car ce sera le duel. On va comparer un peu les 2 équipes pour voir où on en est. Maintenant, c'est l'entraîneur des éléphants de la Côte d'Ivoire qui a été sonné après la débâcle de son équipe à OIM et a donné sa démission dimanche au siège de la Fédération ivoirienne de football. Nous avons appelé Mo Richemont Guillarmand, ivoirien et éducateur qui suit de près cette affaire du football ivoirien. Son père a été aussi joueur en Côte d'Ivoire, peut-être même de la sélection. Et justement, il nous commente cette démission. Nous l'écoutons. Je pense que la question ne se pose pas en Côte d'Ivoire. Hervé Renard est toujours le bienvenu, il est adulé, aimé, il gagne un trophée, il a fait un gros travail au niveau des cadets et juniors. C'est quand même quelqu'un qui a rassemblé plus d'une trentaine de joueurs en 1 ou 2 ans en Côte d'Ivoire, qui a vraiment regardé, qui a vraiment travaillé. Et Hervé Renard, je dirais par rapport à Dussillet, a un caractère de quelqu'un qui dit ce qu'il pense et qui fait ce qu'il veut. Quand il arrive, Hervé Renard déjà dit à tout le monde, ici, c'est vous faites comme je veux ou je pars. Donc je pense que ce genre d'entraîneur-là correspond plus à la Côte d'Ivoire. La fédération, c'est que, bon, faut dire ce qu'il y a. Il y a toujours un conflit fédération-ministère. Cette fois-ci, la fédération a eu un ministre des Sports très impliqué, qui a mis tout le monde à l'aise, qui a évité les conflits. Eh ben, ça n'a pas servi. Donc, à mon avis, la fédération doit se remettre en cause sur le management et le discours qu'elle fait à ses joueurs expatriés ou qui arrivent en sélection. Je pense qu'ils sont un peu trop doux et il n'y a pas de discours de la gagne ou voilà. Enfin, c'est mon avis, quoi. Voilà. Donc, je pense que à ce niveau-là, au niveau de la gestion de la fédération, je pense qu'on ne pourra rien y faire parce qu'en général, les fédérations ont l'appui des politiques. Donc, bon, je me fais pas trop d'illusions à ce niveau-là. Mais on sent que par exemple, monsieur Sori Diabaté, qui est président de la Ligue, on sait tous qui a fait venir son entraîneur à l'époque de Benjavic et Camara, sera le futur président. Est-ce que là, c'était le moment où c'est le signe que M. Sori Diabaté partira en élection? Ben, ça reste à voir. Voilà, Elton Mokolo, après Noureddine et Bruno nous donnons leur avis. Cette démission de Michel Dussillet, quand même, qui a parcouru une bonne partie de l'Afrique, et sa dernière équipe, c'était la Guinée.
Un petit mot sur la démission de Michel à la tête de la Côte d'Ivoire. Cette démission sanctionne en quelque sorte l'élimination de la Côte d'Ivoire prématurée, encore plus parce que c'était championne d'Afrique en titre. Mais j'ai pas envie de blâmer tellement Michel Dussuyer parce qu'en fait, il y a plusieurs circonstances qui ont fait qu'il n'est pas totalement responsable, à savoir qu'il y a une nouvelle génération qui doit prendre place. Hervé Renard avait des relais sur qui s'appuyer, des relais forts. On pense au frère Touré. Là, cette fois-ci, on n'avait que Salomon Kalou en principal référent. Alors qu'il y a des joueurs comme Bailly, Aurier qui n'ont pas été au niveau tant sur le terrain qu'en dehors. Et finalement, lui, il hérite d'un groupe qui doit se régénérer, qui doit se renouveler et qui doit être performant. Encore plus maintenant que la CAN est finie, mais dans la perspective de la Coupe du Monde 2018. Donc au final, l'intervenant précédent le disait très bien. Hervé Renard avait cette faculté à réunir tout un groupe et à avoir une certaine convergence qui a amené un groupe, ce groupe-là vers une certaine performance de haut niveau avec cette CAN 2015, alors que Michel Dussuyer, il n'a pas pu compter sur ses relais. D'accord. Eh bien, dans la deuxième partie de l'émission, Noureddine Saleh nous dira si Hervé Renard peut quitter le Maroc. Il ne souhaite pas, je vous préviens tout de suite, mais il nous dirait est-ce que c'est possible. À tout de suite après la pause.